Alors, dans cette vidéo, on va rapidement faire un tour de la plateforme Azure DevOps sur la partie, on va dire, commerciale publique. Donc, pour y accéder, on se rend à dev.azure.com qui nous amène sur cette page-ci. Donc, sur cette page-ci, on a la présentation, on va dire, commerciale et publique de la plateforme. Alors, sans rentrer dans le détail, il y a deux façons d'accéder à la plateforme Azure DevOps. Soit on le voit ici en ligne, ou alors on peut avoir une version sur serveur qu'on va appeler on-premise. Dans le cas présent, ici, on va juste parcourir les fonctionnalités. Alors si je descends un petit peu dans la page, je vois effectivement qu'Azure DevOps contient plusieurs aspects fonctionnels, on va dire ça comme ça, qui sont par exemple la gestion du travail, ici, avec Azure Board, la gestion de tout ce qui va être automatisation, avec les pipelines, la gestion du code source, avec Azure Repo, la gestion des tests. Alors quand on dit test, c'est des tests qui sont beaucoup plus avancés que juste du simple test automatisé. La gestion des artefacts, et effectivement, dans chacun de ces éléments, il y a beaucoup de choses à voir. Le but de ce cours n'est pas de voir chacun de ces modules en détail, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais de faire un tour extrêmement rapide sur prendre en main la plateforme de la façon la plus efficace possible. Donc il y a certains de ces parties qu'on va volontairement omettre, comme je pense par exemple à tout ce qui est test plan, artefact ou pipeline, ça va être omis pour le moment. Il y aura des cours qui seront dédiés à ces aspects-là. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur tel ou tel aspect, dans ce cas-là, vous vous rendrez sur le cours concerné. Ici, l'idée, c'est de prendre en main rapidement la plateforme, comprendre rapidement comment je peux la structurer un minimum pour pouvoir commencer à travailler. Donc, un peu plus loin, on voit ici effectivement qu'il y a plusieurs notions. Donc, les boards, ça va nous permettre de gérer notre travail de façon agile. Donc, on va retrouver des outils comme le Kanban, enfin, les tableaux Kanban. On va pouvoir avoir aussi des méthodologies de test, la planification en sprint. Donc, c'est quelque chose qu'on va balayer rapidement et il y aura un cours dédié avancé sur ces questions-là. Les pipelines pour l'automatisation, le repo pour la partie code source. Donc là, pareil, côté code source, on va voir comment mettre en place un dépôt et comment l'utiliser facilement, mais pas, on n'ira pas voir tout en détail. La gestion des tests, alors ici c'est les tests qui sont manuels et exploratoires, donc par quelqu'un qui va justement décrire un scénario et décrire à quel élément ça plante, ainsi de suite. Donc ça c'est pareil, c'est des choses très avancées, les artefacts. On voit aussi une notion d'extensibilité, on va le voir rapidement après, c'est-à-dire que la plateforme DevOps, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent « Waouh, Azure DevOps, Microsoft, Microsoft, il faut Windows, il faut Visual Studio et .NET ». Non, maintenant, ça s'intègre avec énormément d'outils, énormément de langages. Ils ont mis ici par exemple quelques petits, ils ont mis ici quelques clients avec qui ils travaillent. Azure DevOps aujourd'hui marche avec n'importe quel outil, et quand bien même vous n'utilisez pas tout ce qui est pipeline pour l'automatisation, vous pouvez vous en servir pour la gestion du travail et du code source. Il n'y a pas de contrainte de langage. Par contre, si on veut l'automatiser, on peut très bien automatiser du Java, du JavaScript, du Python, bref. C'est hyper ouvert, et c'est même tellement ouvert que vous pouvez créer vos propres tâches si besoin. Donc, petit tour rapide de Azure DevOps. Donc, comme une fois, le but de ce cours-ci, c'est de vous faire prendre en main la plateforme, donc commencer à utiliser la plateforme, et voir un petit peu comment on peut l'utiliser. On verra dans des cours dédiés en détail certains aspects de façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus avancée, pour comprendre les arcanes de la plateforme. Dernière chose, l'aspect tarifaire. Parce que certains vont se dire, ouais, c'est Microsoft, donc forcément c'est payant, il faut acheter Windows, blablabla. Bla bla bla. Alors, comme on l'a dit rapidement, deux façons de le déployer, soit en ligne, soit sur un serveur. Là où c'est payant, c'est effectivement sur un serveur. Vous allez avoir 90 jours gratuits, puis après vous allez devoir passer à la caisse, sauf si vous avez des abonnements MSDN ou si vous êtes MVP, MCT ou autre. Donc quelque chose de particulier chez Microsoft. La plateforme Azure DevOps en ligne est gratuite jusqu'à 5 utilisateurs par projet. On va voir après qu'est-ce qu'un projet et ainsi de suite. Mais en gros, vous qui apprenez aujourd'hui, vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement sans avoir à faire sans avoir à mettre la main au portefeuille. Donc sans plus attendre, on va faire un petit tour un peu plus rapide sur la plateforme pour voir justement comment l'utiliser. Alors, pour pouvoir commencer à utiliser Azure DevOps, il va falloir un compte pour pouvoir se connecter à la plateforme, ce qui semble logique. Compte qui serait un compte local si vous utilisez la version déployée sur un serveur. Pour tout le reste de ce cours, j'utiliserai exclusivement la version web et non pas la version serveur, pour plusieurs raisons. La version web est plus facile, elle est gratuite, donc n'importe qui peut y avoir accès de façon illimitée.
Vous pouvez l'avoir juste avec un compte, vous n'avez pas besoin d'installer un Windows Server, d'avoir une instance SQL Server et de devoir l'installer. Donc comme ça pourrit pas votre PC inutilement. Et elle est beaucoup plus à jour. Il faut savoir qu'Azure DevOps est mis à jour presque tous les 15 jours, 3 semaines, alors que la version serveur, la dernière mage, au moment de cet enregistrement, donc avril 2020, date d'il y a 7 mois, parce qu'elle est voilà, ça a un peu de temps, donc il peut y avoir des fonctionnalités manquantes ou autres. Donc l'idée c'est qu'on va travailler avec la version web. Et pareil, certaines choses que je vous montre aujourd'hui peuvent avoir changé d'ici là. Je vais faire en sorte de garder le cours le plus à jour possible. Et n'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires ou de m'envoyer des questions si quelque chose a changé par rapport à cette vidéo. Alors pour pouvoir travailler, je peux avoir un Start Free ici, le bouton bleu qui est là, ou commencer avec un compte GitHub, parce que Microsoft a racheté GitHub, donc on peut se connecter qu'à compte GitHub. Et si j'ai déjà un compte Microsoft, je peux directement faire un sign-in pour pouvoir partir sur la plateforme. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Start Free. Et sur mon Start Free, je vais considérer que j'ai pas de compte Microsoft, donc je vais cliquer sur que je veux en créer un. Et Microsoft a un peu simplifié son accès au compte, c'est-à-dire qu'on peut créer un compte Microsoft avec n'importe quel email. Donc si j'avais un email Gmail ou autre, je peux le mettre ici. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre obtenir une nouvelle adresse email et je vais dire que je vais faire HTS formation DevOps. HTS, c'est le nom de ma société, Hybrid Technology Solutions, formation DevOps. Donc vous, essayez pas de prendre cette adresse-là, elle sera déjà prise en l'occurrence. Je fais suivant, donc là ici il me demande le mot de passe, donc je vais générer un mot de passe sécurisé de 50 caractères. Hop. Et je fais suivant parce que j'ai pas envie d'avoir du spam ou autre, donc ici il me demande ma date de naissance. Et étant donné que je fais un compte formation, je vais mettre une date de naissance super précise. Voilà. Et pour les textes, alors c'est toujours super génial à lire ces trucs-là. J'espère que je ne suis pas fourvoyé. Parfait. Donc ici, j'ai créé un nouveau compte, donc un nouveau compte Outlook en l'occurrence, et ce compte Outlook, qui est une boîte mail à la base, est rattaché donc à une plateforme Azure DevOps. Donc la première fois que j'arrive sur Azure DevOps avec un compte Microsoft, j'arrive sur cet écran-là qui me dit, bah voilà, je vais démarrer avec Azure DevOps, donc dis-moi dans quel pays tu te trouves. Alors ici, pourquoi c'est important? Parce que Azure DevOps se repose sur les data centers Azure. Et, vous le savez peut-être, ou vous ne le savez peut-être pas, les data centers Azure, il y en a un peu partout. Et le truc, c'est que si vous choisissez le data center qui est le plus proche de vous, vous allez avoir le plus de performance. Donc de ce fait, il est préférable de choisir votre pays de façon assez pertinente. Encore une fois, ça n'a pas d'impact sur le tarif, parce que sur Azure, ceux qui connaissent un peu la plateforme savent qu'effectivement, pour le coup, si je prends un service sur un data center qui est en France, c'est peut-être plus cher qu'aux US. Là, c'est pas vrai. Donc ici, je vais décocher, je vais pas me faire spammer, et je continue. Donc, ce qui se fait ici, c'est qu'il va créer mon organisation Azure DevOps. Et en l'occurrence, il va me créer mon accès à ma plateforme directement. Une fois que c'est fait, je vais avoir une organisation qui est créée, donc on le voit ici sur le côté, une organisation qui porte le nom de mon adresse mail, donc hts-formation-devops, et j'arrive donc sur cette interface, donc j'ai ici mon espace Azure DevOps, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu plus en détail certaines choses pour pouvoir un peu personnaliser son expérience. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va personnaliser notre accès à la plateforme. Alors qu'est-ce que je veux dire par personnaliser? On va pas pouvoir mettre des fonds d'écran sous forme de licorne, ainsi de suite. On va juste pouvoir personnaliser certaines petites choses. En haut à droite, on va retrouver la notion de profil ici. Donc ici, j'ai mon profil au sens, si je clique dessus, je vais retrouver mon compte Microsoft, parce qu'on est bien sur un compte Microsoft. La notion de directory, donc qui est liée à Azure Active Directory. Il faut savoir que de façon sous-jacente, avec Azure DevOps, on peut utiliser Azure Active Directory. Ça dépasse très largement le cadre de ce cours. On pourra en faire un cours en détail si certains d'entre vous disent dans les commentaires qu'ils sont intéressés. Là aujourd'hui, j'en parlerai même pas. Je peux également rajouter d'avoir différents comptes à ce niveau-là. Mais c'est vraiment ici ce qui va se passer quand on va cliquer sur le petit bonhomme là, qui va nous afficher en fait pas mal d'informations. Alors, dans cette liste, pareil, il y a des trucs qui sont super intéressants, comme tout ce qui est les clés SSH, les PAT, donc Personal Access Token, et les credentials alternatifs. C'est des problématiques de sécurité qu'on va pas voir dans ce cours parce qu'on est sur la prise en main. Ici, ce qui m'intéresse moi, ça va être le thème, par exemple. Truc tout bête, je préfère largement le thème dark. Donc ici, je clique sur dark, je me retrouve en thème dark. C'est plus sympa pour mes yeux, je préfère. Si vous préférez le thème blanc, vous restez en thème blanc. Je vais également pouvoir activer les preview features. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités en pré-version. Donc Microsoft font du DevOps.
c'est indéniable, ils utilisent Azure DevOps pour faire Azure DevOps. Ça fait un peu serpent qui se mord la queue, mais c'est le cas. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent très régulièrement des nouvelles fonctionnalités sous forme de preview, donc de pré-version, et on peut les activer ou les activer. Donc il faut savoir aussi que certaines de ces fonctionnalités sont activées par défaut, comme par exemple ici, je suis bien dans Preview Feature, vous l'avez vu, on l'a fait ensemble, j'ai créé moi-même le compte Azure DevOps, et pourtant j'en ai déjà certaines qui sont on. Je prends par exemple le Multi-Stage Pipeline, même si on va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est, je vois qu'il est sur on et je peux même pas le décocher. Il y en a certains, ils sont sur on, je peux choisir de les virer. D'autres sont sur off par défaut, c'est-à-dire que Microsoft l'a pas activé parce qu'ils ont détecté que mon compte n'était pas éligible à ce genre de choses. Mais voilà. Donc on a pas mal de choses ici, et vous pouvez activer ce qui peut vous faire plaisir. Donc soit pour vous, de façon individuelle, donc là je l'active que pour moi, parce que je veux les thèmes expérimentaux par exemple, donc j'active ça uniquement pour moi, ou je l'active pour toute l'organisation. Et quand je dis toute l'organisation, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont faire partie de l'organisation, donc ça on va le voir un peu après quand on va faire le tour rapidement des paramètres de l'organisation, je peux activer ça. Je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas que ce menu soit visible et accessible sur la version serveur, parce que la partie preview ne leur permet pas d'avoir toutes les données et tous les retours pertinents depuis la version serveur. Alors je me trompe peut-être, je passe majoritairement mon temps sur la version web plutôt que la version serveur, mais bon, voilà. Donc par exemple ici moi j'ai activé les thèmes expérimentaux, donc si je ferme cette fenêtre, la page se recharge, et quand je retourne au niveau de mes thèmes, je retrouve pas mal de nouveaux thèmes. En vrai, on a tous les thèmes preview, donc par exemple, voilà, je pourrais avoir du high contrast, donc c'est encore plus black, plus dark que dark. Je vais rester sur le dark classique, mais bon, vous avez la possibilité d'avoir voilà des thèmes expérimentaux, et ça c'est parce que j'ai activé la fonctionnalité preview. Donc vous l'avez vu quand j'ai changé de thème, j'en avais que 2, là j'en ai plusieurs. Vous pouvez faire un tour rapidement dans les fonctionnalités preview, je ne vais pas m'y attarder pour une simple et bonne raison, c'est que ces fonctionnalités en préversion peuvent, numéro 1, disparaître du jour au lendemain, donc tout simplement disparaître des radars, parce que Microsoft s'est rendu compte que c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire, et donc il le dégage purement et simplement. Ou, numéro 2, qui est quand même beaucoup plus plausible, ils ont sorti la fonctionnalité de préversion, et tout le monde l'utilise dorénavant, donc elle est plus, c'est plus une préversion. Je prends par exemple les multi-stage pipeline, c'est on par défaut et je peux pas les virer, donc ça veut dire que par définition tout le monde l'utilise. Donc voilà, je vais pas perdre du temps là-dessus parce que sinon, on va se retrouver avec certaines choses qui auront changé et ce sera pas pertinent. Donc je suis sur mon interface principale. Ici en haut, je retrouve la notion d'aide, encore une fois. Ça, c'est une petite check qui me permet d'avoir certains raccourcis rapides vers ce qui me concerne au sens de mon organisation. Un petit panier qui me permet d'aller faire, entre guillemets, mes emplettes dans les extensions. Une fonctionnalité de recherche. Donc, maintenant, on va voir certaines choses plus en détail au niveau des paramètres de l'organisation pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche derrière, le découpage, organisation de projet. Alors, si vous travaillez avec une version d'Azure DevOps qui est locale, parce que pour une raison particulière, vous suivez ce cours avec une version installée sur un serveur dans votre entreprise ou chez vous, vous n'allez pas avoir certaines choses qui seront identiques, notamment, là, la première qui me vient à l'esprit, c'est la terminologie. Par exemple, ce lien nouvelle organisation n'existera pas sur votre version, et ici, vous n'aurez pas Organization Settings. Alors déjà, peut-être que vous l'aurez en français, mais en tout cas, vous n'aurez pas les paramètres de l'organisation, mais bien les paramètres de la collection. Alors en fait, quel est le découpage logique qu'utilise Azure DevOps ? Azure DevOps découpe sa logique sous une forme de collection ou d'organisation, donc encore une fois, dépendant de la version que vous utilisez, qui permet de regrouper en fait plusieurs projets au sein d'une même organisation ou d'une même collection. C'est fait pour avoir un groupement logique. En fait, quand on pense organisation, on peut même penser service d'une entreprise, si on avait des services de développement particuliers qui dans le cadre d'une grosse entreprise. Vous pouvez également vous servir, si vous êtes à votre compte ou que vous travaillez pour plusieurs clients, de ce regroupement sous forme d'organisation pour avoir une organisation par client, et de ce fait, vous ne rangerez dans cette organisation que les projets de ce client-là. On verra un petit peu, on va survoler pourquoi c'est intéressant d'avoir une organisation par client, surtout lié à la planification du travail et aussi lié à l'expérience de facturation. Donc, on a des organisations, donc je peux en créer une nouvelle, par exemple ici je vais créer une nouvelle organisation, donc je continue, et en fait il va me demander quel est le nom de ma nouvelle organisation. Donc par exemple, je vais l'appeler HTS Formation DevOps 2,
De la même façon, je vais dire que je veux hoster tout ça. Donc ici, encore une fois, je retrouve les projets où est-ce qu'ils sont hostés, donc où est-ce qu'ils sont hébergés, et on retrouve les data centers Azure. Donc c'est pour ça que quand vous avez choisi France, enfin si vous êtes en France, mais quand vous avez choisi en fait votre pays à l'inscription, ça détermine automatiquement le data center. Là, pour le coup, il vous demande où est-ce que vous voulez le stocker. Pas d'incidence, je le mets en Europe de l'Ouest parce que je suis en France aujourd'hui. Si demain j'étais au Canada, je l'aurais mis par exemple aux US parce que c'est plus proche géographiquement de moi et donc j'ai des meilleures performances potentielles. Et là, je me retrouve de nouveau, voilà, je vois ici une nouvelle organisation et je me retrouve sur le même écran parce que j'ai rien fait encore sur le précédent, mais je me retrouve sur le même écran. On remarquera d'ailleurs que mon thème a changé parce qu'en fait les options de personnalisation sont liées à l'organisation. Donc ici, là, moi, je suis propriétaire de ces deux organisations. Par contre, je peux être amené à rejoindre une autre organisation. C'est-à-dire que je peux être, avec mon compte Microsoft, rejoindre l'organisation de quelqu'un d'autre. Donc par exemple, si j'ai un client qui utilise déjà Azure DevOps chez lui, il peut m'inviter dans son organisation et de ce fait, je serai un utilisateur de son organisation. D'où, je ne peux pas avoir mes paramètres de personnalisation propres qui sont liés à mon organisation dans la sienne. Donc si je change de nouveau d'organisation et que je reviens sur la première, je retrouve mon thème noir. Donc ici je peux en faire autant que je veux des organisations. Je crois pas, je connais pas en tout cas aujourd'hui la limite qui peut exister. On peut savoir qu'il peut y en avoir plusieurs. Et là où c'est pertinent, c'est qu'en fait j'ai des paramètres qui sont propres à une organisation. Donc on va faire un tour assez rapide de ces paramètres dans la prochaine vidéo pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment je peux en profiter pour l'utiliser. Donc ce découpage en organisation va nous apporter des avantages, on va rapidement voir lesquels. Alors dans cet écran de paramètres qui est différent si vous utilisez la version serveur, parce qu'on est sur des paramètres de collection et on n'a pas la même finesse et surtout les mêmes fonctionnalités, on va pouvoir customiser notre organisation. Donc on va faire un tour rapide des paramètres sans entrer dans le détail de certains parce qu'ils concernent vraiment d'autres modules. Donc ici sur la gauche en fait je vais avoir pas mal de paramètres et une petite zone de recherche pour dire quels paramètres je veux rechercher. Ce qu'on va explorer rapidement, ça va être les paramètres généraux et la sécurité. Tout ce qui est board et pipeline feront l'objet d'une exploration beaucoup plus en détail dans le cours dédié sur les boards pour la partie gestion du travail et sur les pipelines pour la partie automatisation. Il faut savoir juste que dans board, je vais pouvoir customiser au niveau de mon organisation la façon dont elle gère le travail et au niveau des pipelines, je vais pouvoir rajouter tout ce qui a trait à l'automatisation, notamment ici tout ce qui a trait à la gestion des agents, donc les agents qui sont hébergés par Azure ou hébergés par moi-même, ainsi que les options de déploiement. Donc c'est là-dedans qu'on va trouver tout ce qui est tout ce qui est la gestion des agents. Là, pour le moment, il faut savoir que ça existe et on va pas rentrer dans le détail dans le cadre de cette prise en main. Donc, première chose ici, c'est l'overview, donc l'aspect général, l'aspect détail. Je vais retrouver le nom de mon organisation et je peux la renommer et en gros, je vais avoir ici une URL qui me permet d'accéder directement à mon organisation. Donc, je le retrouve ici dans ma barre. Voilà, je retrouve ici mon nom d'organisation. Donc il faut être assez vigilant avec ça parce que si vous le renommez, vous pouvez avoir des erreurs de lien, ainsi de suite. Enfin voilà. Donc vous pouvez le faire, mais soyez vigilant. On peut rajouter une petite description, une time zone, ce qui peut être vachement sympa pour les dates. Donc ici voilà, par exemple, je vais dire je veux la time zone de Paris parce que je suis en France. Et il faut que je sauve mes modifications et de la même façon, je retrouve ici la région qui a été choisi. Je suis sur ma première organisation, vous remarquerez, c'est pas DevOps 2, et je suis en West Europe parce que j'ai choisi la France. De ce fait, voilà, je me retrouve bien en West Europe pour des performances et pour une logique géographique. On retrouve le propriétaire de l'organisation, donc il faut savoir qu'une organisation a un propriétaire et le propriétaire a tous les droits dessus, y compris, ce qu'on voit ici, les droits de suppression. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai créé cette organisation, donc j'en suis propriétaire. Si demain je rejoins une autre, je suis logiquement pas, mais je peux décider de changer ici grâce à ce bouton changement de propriétaire. Donc cette notion de changement de propriétaire va arriver quand vous voulez donner les droits à un compte que vous avez créé ou à quelqu'un de particulier dans votre société en lui disant tiens voilà je te donne les droits sur cette organisation même si c'est moi qui l'ai créé, parce que par défaut le propriétaire c'est le créateur. On va retrouver sur la gauche les projets qui existent, donc ça on va voir comment créer un projet,
les utilisateurs de votre organisation. Donc là, c'est tous ceux qui font partie de l'organisation au sens utilisateur. Donc là, ici, moi, dans mon cas, je suis tout seul, voilà, seul au monde. Il n'y a même pas Wilson pour m'accompagner. Je peux sur cette liste voir mon adresse email en l'occurrence et peut-être plus de détails, mais là, vu que je suis pas connecté à un AD, donc un Active Directory, j'ai pas plus de détails. Mon niveau d'accès, donc je suis basique, ça veut dire que je fais partie des utilisateurs qui comptent dans la partie gratuite. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, vous avez 5 utilisateurs gratuits par projet, et quand je dis 5 utilisateurs gratuits, c'est ceux qui ont un access level basique, parce qu'en fait, en access level, vous pouvez avoir du MSDN, et donc ça compte pas dans cette limite-là. On voit la date où j'ai été ajouté, et assez importante pour ceux qui aiment bien gérer leur aspect Azure DevOps, la dernière date de connexion ici. Donc on voit voilà que ça a été fait le jour du tournage, à savoir le 29 avril. Donc, j'ai une vue synthétique de mes utilisateurs que je peux exporter et je peux en ajouter directement depuis ici. Tous ceux que j'ajoute ici sont ajoutés au sens organisation, c'est-à-dire qu'ils vont arriver dessus et ils verront l'organisation, ils auront la possibilité éventuellement de créer un projet, mais ils ne verront pas les projets qu'il y a dessus s'ils ne sont pas ajoutés aux projets qui ont été créés. On verra ça un petit peu plus tard. Au niveau de billing, de tout ce qui est facturation, ça vous ne l'aurez probablement pas, même de façon assez certaine, vous ne l'aurez pas en local, ça n'est que disponible que sur la partie web. Ici, je vais pouvoir définir la facturation donc liée à un compte Azure. On voit en fait certaines informations de qu'est-ce qui peut être facturé sur Azure DevOps. On retrouve ici la fameuse limite des 5 utilisateurs gratuits. Et on va retrouver certaines informations, comme par exemple pour les pipelines, j'ai 1800 minutes gratuites avec un agent hébergé par Microsoft. Et pour les artefacts, de tout ce que je peux, tout ce que je vais pouvoir utiliser, j'ai 2 gigas de stockage gratuit, j'en utilise moins d'1 giga, on va dire j'en utilise même pas du tout. Pareil, j'ai des unités pour pouvoir faire du cloud, du load testing basé sur le cloud. Donc ça, je vais retrouver ici mes informations de facturation et ça me permet d'avoir une facturation assez précise par client. Donc ça rappelle ce que j'ai dit un peu précédemment. Si vous avez plusieurs clients, vous pouvez avoir des facturations et donc faire des factures super précises sur, pour un client, je passe 2400 minutes à builder, donc je dois lui facturer 600. Des notions d'audit, donc tout ce qui s'est passé de façon assez importante dans sur votre plateforme, on va pas aller dedans. Des notions de notification, comment est-ce que vous voulez que les notifications soient envoyées à vos utilisateurs ici, quelles sont les notifications assez importantes que vous voulez envoyer à vos utilisateurs. Donc là on a pas mal d'éléments et on peut définir la forme de notification. Ce qu'ils appellent usage, c'est qu'est-ce que j'utilise ce que je consomme comme ressource et qu'est-ce que je fais comme utilisation. Donc voilà, encore une fois on est sur de l'audit. Le fameux Azure Active Directory qui là n'est pas connecté, donc je peux le connecter pour avoir justement plus de flexibilité. Donc là on a fait un tour rapide de la partie générale, on reviendra un peu plus tard sur la notion d'extension pour aller un petit peu plus dans le détail. Donc maintenant on va faire un tour rapide sur la partie sécurité. Alors la sécurité, on va gérer des aspects qui sont vraiment liés à l'organisation, de façon très ciblée. La première chose, c'est ce qu'on appelle les stratégies, les policies. Donc ici, c'est des policies qui sont appliquées au niveau de l'organisation en général. Par exemple, je vais autoriser d'avoir des applications de tiers d'accéder à mon organisation Azure DevOps via OAuth et je vais avoir l'activation d'une notification SSH. Par exemple, c'est des choses que je peux globalement ou activer ou désactiver. Avec chaque fois, généralement, un petit lien en fait qui me permet d'en savoir un petit peu plus sur c'est quoi exactement cette stratégie et qu'est-ce qu'elle implique. Je vais retrouver également les projets publics et la possibilité d'avoir des users GitHub. Donc on va pas vraiment s'attarder dessus. Donc le tour rapide, c'est là c'est ce que je permets des connexions un petit peu différentes de ce que j'ai aujourd'hui sur ma plateforme Azure DevOps. La partie public projet, alors à la base, Azure DevOps était pensé pour n'avoir que des projets privés, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité d'avoir le code et tous les éléments publics. Avec le rachat de GitHub et l'ouverture de Microsoft, il y a eu ce qu'on appelle des projets publics, donc qui sont publics de A à Z, donc tout est publié. Et si votre organisation utilise Azure DevOps et que vous ne faites pas d'open source ou que vous voulez à tout prix éviter que un développeur mette un projet public par inadvertance, vous pouvez décocher ici l'utilisation de projets publics. Donc voilà, en fait, il y a toujours une confirmation. Et surtout, il précise bien que cette stratégie va être sur toute l'organisation et non pas sur un projet particulier ou autre. Et donc voilà, tous les projets publics vont devenir privés. Donc moi ici je l'ai activé parce que j'ai pas de projet. Mais voilà. Et ici le lien avec GitHub, donc là-dessus on va pas s'attarder, ça risque beaucoup de bouger je pense potentiellement dans les semaines voire les mois à venir.
Au niveau des permissions, on va retrouver quelque chose que tout le monde aime généralement, le RBAC, donc le Role Based Access, qui va me permettre de gérer un peu plus finement qui et quoi. On retrouve une gestion très orientée système, c'est-à-dire que je vais avoir des groupes et dans ces groupes, je vais avoir des utilisateurs avec des notions de droit qui sont appliquées sur le groupe, sur l'utilisateur, avec une question d'héritage. Ceux qui ont déjà l'habitude de gérer de l'Active Directory, du Windows, vont pas être perdus. Donc je retrouve ici des groupes par défaut qui concernent en fait pas mal d'utilisateurs, et même si je suis seul au monde, je vois que j'ai déjà plus de un membre dans certains groupes. Voilà, parce qu'en fait il y a des utilisateurs automatiques et des groupes automatiques qui font partie d'autres groupes. Là par exemple, ici Project Collection Valid Users, c'est tous les utilisateurs qui sont valides pour avoir accès à une collection, à une Team Project Collection. Bah, je vais retrouver en fait 8 parce que je vais retrouver ici le Collection Build Administrator qui est juste en haut. Donc je trouve en fait les autres groupes que moi-même dedans. De la même façon, pareil, voilà, je vais retrouver Enterprise Service Account, donc des groupes qui apparaissent pas forcément ici, mais qui peuvent être utilisés. Donc, on est dans la logique de groupe qui permet d'avoir des droits par défaut, et je peux créer autant de groupes que je veux. Alors, les groupes au niveau organisation, ça va être plutôt rare que vous allez les faire, parce qu'en fait, il faut savoir que dès que vous allez créer, on le verra un petit peu plus tard, quand vous allez créer un projet, vous allez avoir une équipe pour ce projet, et une équipe, même s'il y a d'autres éléments qui sont liés à une équipe devient un groupe par défaut sur lequel vous pouvez affecter des droits. Donc, de façon générale, on va pas trop s'attarder sur les groupes au sens organisation, mais on a la possibilité d'en créer. On retrouve également la liste des utilisateurs, donc ici, au sens user, mais avec les permissions. Si je clique sur un utilisateur, je vois toutes ces permissions. Donc ici, les permissions, encore une fois, c'est les permissions au niveau organisation, et pas d'un projet précis. Là, il va falloir se rendre dans un projet pour le gérer. Mais par exemple ici, voilà, je peux déterminer que cet utilisateur-là, en particulier, n'a pas le droit de créer de projet. Donc on voit ici que j'ai en parenthèse du inherited, ça veut dire qu'en gros j'ai hérité ce droit de quelque chose, et quand je tape sur member of, je vois que cet user là fait partie du groupe Project Collection Administrator. Donc par définition, si j'ai hérité ce droit là, c'est que je l'ai hérité du groupe Project Administrator, et je vois ici que dans Create New Project j'ai un halo. On remarquera aussi que là j'ai dû griser parce que je peux pas m'amuser à changer certaines choses. Si je retourne dans les permissions, que je prends par exemple Administrator, le groupe par défaut, par sécurité, je peux pas aller modifier des choses. Donc là, en tant qu'admin, j'ai le droit à tout. Je peux, dans un groupe, quand j'ai cliqué sur un groupe, en plus d'avoir ses permissions, voir qui en fait partie, donc voir ses membres, et voir de quel groupe ce groupe fait partie. Donc on retrouve ici le fameux Collection Valid User, parce qu'en fait, on a cette notion d'héritage. Donc, grâce à ce regroupement sous forme de groupe et d'utilisateurs, vous allez pouvoir en fait faire des droits en cascade qui vont vous permettre de ranger vos utilisateurs. C'est quelque chose sur lequel vous n'allez probablement pas passer trop de temps parce que les groupes par défaut sont suffisants pour la plupart des organisations, et après on va peut-être vouloir gérer certains droits par rapport à certains projets. Ici, vous pouvez faire le tour, on va pas prendre le temps de faire en détail chacun des droits qui existent pour chacun des groupes et ainsi de suite, mais vous avez l'interface qui vous permet de gérer la sécurité des groupes sous forme de droits, avec une notion d'héritage, on va dire entre guillemets à la Windows, et donc qui permet de faire descendre des droits du groupe auquel j'appartiens de façon par héritage, de façon hiérarchique. Très pertinent à savoir, c'est que au plus je suis dans quelque chose de spécifique, genre par exemple si je suis sur les droits d'un utilisateur, si je définis par exemple qu'un utilisateur a le droit explicite de créer un projet alors que son groupe l'interdit, je vais faire un override, donc un remplacement, une substitution, je vais prendre le pas sur le droit du groupe, donc je peux être plus précis. Donc voilà, vous allez peut-être un petit peu jouer avec, un petit peu regarder, mais c'est quelque chose sur lequel vous allez probablement pas passer trop de temps. Alors, une des dernières choses qu'on n'a pas vues et qu'on a gardé un peu pour la fin, j'ai dit que j'en parlerai un peu plus tard, ce sont les extensions. Alors les extensions, ce sont des choses qui vont nous permettre d'améliorer le comportement d'Azure DevOps, rajouter des fonctionnalités à certains endroits. Donc ici, depuis la partie organisation, je vois les extensions que j'ai installées. Donc ici, j'en ai pas, vu que j'ai créé mon organisation totalement fraîchement. Et je peux aller chercher sur le marketplace. Donc le marketplace, c'est une place de marché géante sur laquelle sont des extensions. Il y a grosso modo deux catégories d'extensions, les gratuites et les payantes. Après, les extensions sont groupées par logique. Donc si je clique dessus, en fait, j'accède au marketplace. Donc ceux qui ont déjà l'habitude de travailler avec Visual Studio Code, vous les retrouvez là-haut.
C'est la même logique, le même marketplace. Et donc on va avoir ici les extensions qui sont déjà, on va retrouver les deux groupements. Donc on a free, donc quand c'est free c'est tout simplement gratuit. Et après on a free trial, donc ça veut dire qu'on va avoir un essai gratuit. Donc tout laisse à penser que effectivement l'extension va être payante. Donc on a effectivement un groupe de featured, donc celles qui sont mises en avant ici parce qu'elles sont vachement plus utilisées que les autres. Les plus populaires, donc celles qui sont les plus téléchargées, parce qu'on voit ici à côté, effectivement, au-dessus de Free, on voit qu'on a un petit nombre de téléchargements, un petit peu comme les packages Nugget pour ceux qui font du .NET. On voit ici le nombre de téléchargements. Et après, voilà, on a plusieurs groupements, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les regroupements par logique et par fonctionnalité Azure DevOps. Donc ici, on a les extensions qui vont rajouter quelque chose au niveau des artefacts, des boards, des pipelines, des repos, et ainsi de suite. Certaines extensions se retrouvent dans plusieurs blocs. Si je prends Slack, par exemple, je vois que j'ai l'intégration Slack au niveau des artefacts, mais également des pipelines et des repos. Donc c'est quelque chose qui va rajouter des fonctionnalités à Azure DevOps qui peuvent être utilisées dans chacun des blocs. Le fait de les avoir regroupés, c'est que voilà, je sais que pour ce type de fonctionnalité-là d'Azure DevOps, donc ici pour les pipelines par exemple, je sais que je vais avoir cette extension-là qui va m'apporter quelque chose en plus dans les pipelines. Donc une extension s'installe très très facilement. Par exemple, on va installer une qui est vachement utile et que je ne comprends toujours pas pourquoi elle n'y est pas, c'est Code Search. Donc si on va sur Code Search, en fait, on tape sur le bouton Get It Free. Et donc ça va juste demander en fait de l'installer au niveau de notre organisation. Donc ici, on voit qu'il charge les organisations. Donc on a une liste déroulante qui nous montre toutes les organisations qu'on a. Donc en fait, une extension s'installe par organisation. Donc vous allez devoir, si vous avez 3, 4, 5 ou plus d'organisations, devoir l'installer autant de fois que nécessaire. Et ça peut être très bien, parce qu'encore une fois, en rapport avec ce qu'on a dit précédemment sur la logique de facturation, si vous avez une extension payante pour un besoin d'un client, parce qu'il utilise un outil particulier, le fait de l'attacher à une organisation va faire que la facturation de cette extension peut être liée à cette organisation, et donc de ce fait, vous pouvez lui répercuter les coûts. Donc ici, je vais l'installer sur ma organisation principale, et c'est aussi simple que ça. Je fais une installation et hop, c'est fini. Donc voilà, je peux retourner sur le marketplace pour travailler ou aller sur l'organisation. Et une fois que j'ai ça, en fait, j'aurai de nouvelles fonctionnalités. Et ici, donc, on peut faire le tour, vous pouvez faire le tour de ce qui vous intéresse. Il y en a certaines qu'on va installer un peu plus tard dans d'autres cours ou dans celui-ci pour pouvoir justement voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Quand je ferai le cours sur les pipelines, vous verrez que j'en installe certaines pour pouvoir améliorer les fonctionnalités des pipelines. Il faut savoir que voilà, n'importe qui peut également créer son extension. Donc, si demain vous désirez rajouter une fonctionnalité Azure DevOps, vous pouvez créer votre propre extension et la publier pour l'utiliser. Donc, ça clôture le tour qu'on a fait au niveau des paramètres de l'organisation. Donc j'ai volontairement omis tout ce qui est board et tout ce qui est pipeline, parce que ça fait l'objet d'études un peu plus en profondeur dans des cours dédiés. Donc ici, maintenant que j'ai installé cette extension, si je rafraîchis la page, je vais le voir ici, hop, donc je l'ai là, et je peux directement depuis cette page extension, gérer les extensions qui sont installées. Donc je peux par exemple aller la désinstaller, je vois la version installée, le dernier update, qui c'est qui l'a installé, ainsi de suite. Donc comme ça, je peux gérer toutes les extensions de mon organisation. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain module. On va voir comment créer un projet, qu'est-ce que ça a comme impact, détailler un petit peu tous les champs et commencer un petit peu à travailler avec le projet. Comme ça, vous aurez la main sur Azure DevOps de façon globale et vous pourrez commencer à l'utiliser pour travailler. Bienvenue dans ce module qui va nous faire voir un petit peu plus en détail la gestion des projets par Azure DevOps. Alors, tout d'abord, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un projet? Donc si je vais sur la page d'accueil d'Azure DevOps, donc celle qu'on a vue dans le premier module, qui est la page publique et commerciale, on se rappelle qu'on a vu ici les divers éléments d'Azure DevOps qui sont boards, pipeline, repo, artefact. Un projet, c'est l'utilisation de ces différents éléments. C'est-à-dire quand vous allez créer un projet, vous allez avoir sur le côté gauche en fait ces différents modules, ces différentes fonctionnalités qui vont vous permettre d'interagir et de créer quelque chose dans votre projet. Par exemple, boards vous permettra de saisir le travail, les pipelines d'automatiser, les repos de gérer votre code source, les artefacts de gérer tous vos packages et les test plans de pouvoir faire des tests manuels et exploratoires. Donc un projet en fait c'est cet ensemble de fonctionnalités et ce que vous allez faire c'est que vous allez en faire un découpage par rapport à un vrai projet de développement que vous avez. Donc typiquement vous voulez développer une application, vous allez créer un projet pour cette application et vous allez avoir à disposition toutes ces fonctionnalités là. Alors, une question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais organiser mes projets. Donc déjà, on a vu dans le module précédent comment on pouvait s'organiser au niveau organisation, donc par rapport à tout ce qui est facturation, etc. On va pas revenir dessus. Donc ici, au niveau projet, ça va être
à vous de décider comment vous voulez le découper. En fait, vous pouvez découper un projet soit par module technique indépendant, soit par projet au sens fonctionnel business. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginez que vous voulez créer un nouveau projet qui est en fait qui sera une application de gestion, un ERP par exemple, et que cet ERP c'est une collection de microservices, donc de plein de petits services web et d'une interface graphique évoluée. Eh bien, vous pouvez créer soit un méga projet qui sera mon ERP, dans lequel vous allez tout ranger, soit plusieurs petits projets, chacun correspondant au service. On va un petit peu rentrer dans le détail de pourquoi est-ce que je fais un choix plutôt que l'autre. Le fait d'avoir plusieurs petits projets va me permettre de plus facilement segmenter mes informations. Il va falloir savoir certaines choses, c'est qu'on peut partager des informations d'un projet à l'autre. Comme par exemple, je peux partager des éléments de travail d'un projet à l'autre ou les faire aller d'un projet à l'autre. Par contre, on va le voir quand on verra les paramètres, il faut savoir que si je fais ça, je vais devoir, pour chacun de mes petits projets, aller configurer peut-être certaines choses plus en détail, comme la sécurité ou la connexion à des services tiers. Si je mets tout dans un seul projet, je vais éviter ces aléas d'avoir justement avoir à faire plusieurs connexions et les éléments de travail, vu qu'ils sont tous dans le même projet, ils seront centralisés. Par contre, je risque de me retrouver avec la facilité de faire des raccourcis au niveau code ou au niveau éléments de travail, planification. Donc ce sera vraiment à voir de comment est-ce que vous gérez en fait les différents aspects de votre projet et comment vous allez faire. Il faut savoir que pour une organisation donnée, il n'y a pas de limite de projet, enfin la limite existe, mais elle est très élevée, je la connais pas de tête, mais vous pouvez très facilement avoir des milliers de projets dans votre organisation sans que cela ne génère un coût particulier ou des pertes en performance. Donc sans plus attendre, on va basculer directement sur la plateforme Azure DevOps pour pouvoir créer notre premier projet. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour créer notre premier projet et expliquer en quoi ça consiste. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Pour créer un projet, je dois choisir plusieurs choses. La première chose, c'est le nom de mon projet. Donc ici, je vais l'appeler mon premier projet. On remarquera une chose, c'est que une fois que j'ai appelé mon nom de projet, déjà j'ai une petite coche verte qui m'assure que ce projet n'existe pas dans mon organisation, étant donné que c'est le premier, là pour le coup, ça tombe plutôt bien. J'ai une petite étoile rouge parce que c'est le seul champ obligatoire, donc je peux directement créer mon projet. Cependant, il y a plusieurs choses. Bon, vous pourrez ajouter une description, ça c'est totalement libre à vous. On verra qu'une description s'affiche sous la petite carte, donc ici je vais taper mon premier projet. Comme ça vous verrez quand on aura créé les projets et qu'on viendra sur l'organisation, on verra cette description. Ensuite, je dois choisir la visibilité. Si vous vous en souvenez dans le module précédent, j'ai décoché explicitement que je ne voulais pas de projet public. Donc moi ici, je ne peux pas sélectionner public parce que j'ai explicitement dit que je ne voulais pas pouvoir en faire. Donc j'aurai pas de projet public open source. Si vous n'avez pas décoché cette case-là, vous pouvez cocher public, et donc de ce fait, en décochant public, n'importe qui pourra consulter votre projet en ayant l'URL. Donc moi ici, j'ai privé. Ensuite, on pourrait croire que c'est plus ou moins tout, parce que pour le coup, certaines personnes ne vont jamais dans les paramètres avancés. Nous, on va y faire un petit tour, et si on déplie avancé, en fait, il n'y a pas tant de choses que ça dedans. Je retrouve ici deux choses qui sont très importantes, qui sont le type de contrôle de code source et le type d'élément de travail. Alors, chacun de ces blocs fera l'objet d'un cours approfondi sur comment ça marche derrière et quels sont les bons choix et les stratégies et comment on l'utilise. Il faut savoir que si vous ne faites rien par défaut, vous n'allez pas changer ça dans votre organisation, vous allez avoir par défaut Git, donc les choix ici sont Git et TFVC, donc Team Foundation Version Control, donc qui est pour information le fournisseur de contrôle de code source historique de Microsoft. Donc par défaut c'est Git parce que c'est l'état de l'art. Et le type d'élément de travail, il y en a 4 qui correspondent à ceux par défaut. Donc on a le mode agile, le mode Scrum, CMMI ou basique. Donc si vous ne faites rien par défaut et que vous n'avez rien changé au niveau de votre organisation, donc ça on l'a pas vu la partie work item parce qu'en fait c'est dans la spécification de la partie boards. Donc là, étant donné qu'on a rien fait par défaut, on se retrouve avec Git et basique. Donc c'est quelque chose que vous voulez peut-être vérifier pour vous assurer que ça correspond vraiment à vos besoins. Je vais le laisser par défaut parce que on est sur le cours d'introduction, donc je fais créer de project, et là je vais créer ce nouvel espace dans lequel je vais pouvoir commencer à travailler. Donc j'arrive ici sur ma page de détail overview de mon projet.
Cette page contient certaines informations principales, comme par exemple ici les services qui font partie de mon projet. Donc je retrouve sur la gauche et ici en fait directement les fameux services dont on a parlé, donc Overview qui est l'aspect par défaut qui n'est pas tellement une fonctionnalité, mais surtout ceux dont on a vu dans la vidéo précédente, qui sont la gestion du travail, la gestion du code source, la gestion des pipelines, les test plans et les artefacts. Donc on retrouve ces fonctionnalités, ces 5 fonctionnalités là. On a ici un petit bloc de statistiques et les membres du projet qui font partie. En rappel, en haut, on a le fait que le projet soit privé. Donc s'il est public, vous aurez ici public et sinon il est privé. Le fait de pouvoir inviter des nouveaux membres dans le projet, donc ça c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus en détail juste après dans quelques vidéos. Et le fait de pouvoir mettre ce projet dans les favoris. Ça va être très utile si on veut avoir un accès rapide à ce projet en particulier depuis notre organisation. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a vu comment faire pour créer un projet et qu'est-ce qu'il y a sur la partie page. Donc, rapidement, on va balayer la partie overview. Donc, on a le summary qui est celui-ci. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est configurable. C'est-à-dire que dans les anciennes versions d'Azure DevOps, qui s'appelait encore à l'époque TFS, Team Foundation Server, on pouvait personnaliser la page d'accueil pour ajouter des éléments, des widgets en fait. Maintenant, c'est plus possible, enfin ça ne l'est pas encore tout du moins. Azure DevOps bouge tellement vite que potentiellement ça va l'être d'ici quelques semaines, voire même d'ici à ce que vous regardez vous cette vidéo. Mais là aujourd'hui le summary n'est pas personnalisable, on a juste la partie dashboard, donc qui correspond à un tableau de bord qui est personnalisable. Et dans un projet, par défaut, on a des tableaux de bord et un wiki. Donc si je vais sur le wiki, c'est du markdown totalement classique, donc je peux créer un wiki au niveau de mon projet et rajouter toutes les infos que je veux dedans. Et au niveau des tableaux de bord, on verra ça très rapidement ici. Donc voilà, donc un tableau de bord, ça me permet en fait de créer des widgets et donc de personnaliser mon tableau de bord pour toute mon équipe. C'est quelque chose qui sera vu vraiment plus en détail dans le cours qui est dédié à la gestion des éléments de travail sur Azure DevOps. Donc maintenant qu'on a créé notre projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de suite au niveau des project settings, faire un petit tour dans les paramètres et explorer ensemble tout ce qu'il y a comme paramètres au niveau d'un projet. Donc dans cette vidéo, on va aller faire un tour au niveau des paramètres d'un projet. Alors on va retrouver une vue qui est un petit peu similaire à la vue qu'on a sur les paramètres d'une organisation, sauf qu'ici on est vraiment ciblé projet. Donc déjà on voit qu'il y a ici les grands blocs en fait, les grandes notions qui souvent sont liées aux fonctionnalités, on va dire générales comme board pour le travail, repo, pipelines et tests. Alors, pour le coup, on va pas aller dans les détails de chacun des blocs, on va se contenter de la partie générale parce qu'on est sur la partie prise en main. Donc ici, on voit qu'on retrouve le nom du projet, donc celui qu'on a choisi lorsqu'on l'a créé, la description, le process qu'il utilise, donc ça c'est le process au niveau des éléments de travail. On a l'administrateur, donc là, ça rappelle un petit peu le propriétaire de l'organisation, sauf qu'ici, on parle de l'administrateur d'un projet. Et contrairement à un propriétaire d'organisation, on peut avoir plusieurs admins sur un projet. Donc ici, moi je le suis dessus, mais on peut rajouter plusieurs autres personnes. Ensuite, on a l'activation des services, donc des grosses fonctionnalités ici. C'est-à-dire que pour un projet donné, vous pouvez activer ou désactiver certains éléments. Par exemple, ici, si je sais pertinemment que je ne vais pas me servir des test plans, je peux le désactiver. Et quand je le désactive, il me dit, attention, si vous le supprimez, ça va cacher ce service pour tous les membres du projet. Et très important, il faut savoir que si vous désactivez un service après vous en être servi, les données qui sont présentes dessus seront probablement encore disponibles, comme ici c'est le cas pour les test plans. Donc, par exemple, je vais faire un remove, et de ce fait, je n'ai plus le service test plan qui est utilisé. Et je peux désactiver comme ça certaines choses. Donc par défaut, tout est actif, parce qu'on veut tous les services pour un projet, mais on peut en désactiver certains de façon très, très ciblée. On pourrait par exemple s'imaginer qu'on a un projet qui est créé, qui contient juste les artefacts et qui contient pas de code ni quoi que ce soit, et donc on aurait tout désactivé sauf la partie artefact qui est ici. Bref, ça va nous permettre de gérer plus finement les services qu'on veut utiliser dans le cadre d'un projet donné. Évidemment, on peut supprimer un projet. Alors, on va pas s'attarder là-dessus, c'est vraiment la présentation. On a la notion d'équipe. Alors l'équipe, c'est quelque chose qui a en rapport avec la sécurité. En fait, on peut créer... Alors quand je dis la sécurité, il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi tout ce qui est planification, mais ça fait l'objet de ce qu'on va voir dans le cours qui est dédié à la partie des éléments de travail. Ici, quand on crée une équipe, quand on crée un projet, on a une équipe par défaut qui est le nom de l'équipe qui contient le nom de mon projet, suivi de team, dans lequel le membre est par défaut. On peut créer
des équipes supplémentaires pour dire qu'elles vont s'occuper d'une partie du logiciel et du projet, et de cette façon on peut leur affecter juste certains droits ou certains éléments. Il faut voir l'équipe comme étant un groupement logique d'individus qui vont avoir des responsabilités au niveau du travail et qui vont avoir des certains droits, comme on va le voir juste après quand on va aller dans les permissions. Donc ici, l'équipe, en plus d'avoir ce groupement logique pour la planification, va également ouvrir lieu à des paramètres de sécurité. Si je vais dans permission, en fait, je retrouve les groupes qui sont les groupes de projets généraux, donc ceux qui sont par défaut, comme build administrator, contributeur, ainsi de suite. Donc on voit par exemple ici que dans contributeur, je retrouve toute l'équipe. Donc un groupe, encore une fois, on a la même logique que pour les groupes au sens organisation. Un groupe peut contenir un autre groupe. Et je vois ici tout en bas que j'ai le groupe concernant mon équipe, dont on a parlé généralement. Donc chaque équipe devient un groupe. Et on voit qu'on a un type ici pour préciser est-ce qu'on a vraiment un groupe d'utilisateurs au sens uniquement permission ou s'il s'agit vraiment d'une équipe une équipe d'utilisateurs. Et quand on clique dessus, ça se gère exactement comme un groupe en fait. Donc on va retrouver ici les droits avec la possibilité d'avoir une définition au niveau du groupe ou un héritage, parce qu'ici par exemple l'équipe par défaut fait partie du projet, du groupe contributeur et du groupe project valid user. Et dans les membres, je retrouve l'utilisateur principal. Donc grâce à cette utilisation d'équipe, vous allez pouvoir définir des permissions bien spécifiques. Genre par exemple, on peut avoir une équipe qui va être dédiée à tout ce qui est test, l'équipe de test, et auquel cas ils auront tous les droits sur la partie test, mais ils n'auront aucun droit sur les autres plans de notre application. Et de cette façon, vous allez pouvoir gérer plus finement les droits. Donc grâce à cette notion d'équipe, vous allez faire une pierre deux coups, gestion de la sécurité, gestion de la planification et des fonctionnalités. Au niveau des notifications, on va retrouver un petit peu le pendant de ce qu'on avait au niveau organisation, sauf qu'ici c'est très lié à ce projet-là, c'est-à-dire qu'en gros, quand par exemple si je prends le premier ici, quand j'ai un build, donc un pipeline qui s'est exécuté, j'envoie une notification à chaque personne de cette équipe-là. Donc on peut créer de nouvelles notifications. Et on peut également, l'avoir sous forme de envoyer ça soit à chaque individu, soit à une adresse email qu'on aurait fait une adresse email de groupe ou ne rien envoyer du tout. Donc ici vous avez la possibilité de gérer plus finement les notifications. Au niveau des services hook, ça, c'est ce qu'on avait commencé à parler précédemment quand on a vu tout ce qui était extension et tout ce qui était connexion. Donc ici en fait vous allez pouvoir créer des souscriptions à certains événements qui arrivent au niveau de votre projet. Donc si par exemple je clique sur un nouveau service, je peux dire par exemple au niveau que je veux m'intégrer avec Trello et ça va me permettre en fait de choisir un événement majeur dans la vie de mon projet. Genre par exemple que du code a été poussé. Donc c'est-à-dire qu'un développeur a mis du code à disposition, et je peux après rajouter des filtres particuliers, ainsi de suite. Donc là, pour le code, par exemple, je peux dire au niveau de quel dépôt c'est, au niveau de quelle branche, et au niveau qui c'est qui l'a poussé. Et comme ça, en fait, suite à cet événement particulier, je peux faire, là, en l'occurrence, une action sur Trello, qui est créer une carte. Donc comme on le voit, en fait, on a des connexions avec beaucoup de services de base, et on peut rajouter certaines connexions ici par le biais d'extensions. Si je me trompe pas, normalement on a la possibilité d'intégrer d'autres choses. Donc ça va vous permettre en fait de rajouter des connexions avec des services externes pour pouvoir augmenter les possibilités de la plateforme avec des événements majeurs. Par exemple, on a Zapier qui permet de faire le lien entre plusieurs services et donc ne pas se limiter à cette liste-ci. Donc grâce à ces services hook là, vous allez pouvoir faire ça au niveau d'un projet et non pas au niveau d'une organisation. Donc si vous avez plein de petits projets comme on l'a discuté juste avant parce que vous avez décidé de faire un découpage de projet de façon technique, donc par service, au lieu de le faire par élément business ou par méta-projet, vous allez devoir créer autant de hooks dans autant de projets que vous en avez. Donc ça c'est quelque chose qui se réfléchit. Maintenant que vous avez un peu plus d'informations, vous pouvez prendre un choix un peu plus éclairé. Au niveau des tableaux de bord, on va retrouver en fait ici les tableaux de bord, les paramètres de sécurité des tableaux de bord, donc rien de bien farfelu. Donc on va avoir dans board tout ce qui est dans board en fait il y a tout ce qui est gestion du travail, dans repo tout ce qui est gestion du code source et dans pipeline tout ce qui est gestion de l'automatisation, donc de l'intégration et du déploiement continu. C'est des choses qu'on va pas faire dans ce cours-ci, qui encore une fois n'est qu'une introduction. Là l'idée c'est qu'on balaye rapidement l'organisation en équipe de votre projet. Quand vous allez commencer avec Azure DevOps, ce que vous allez vouloir faire dès le début, c'est définir qui vous allez inviter dans une équipe. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment intégrer de nouveaux développeurs utilisateurs à votre projet
pour qu'ils puissent collaborer avec vous. Alors il faut savoir que par défaut, vous êtes le seul sur le projet parce que vous l'avez créé, donc ce qu'il faut faire c'est envoyer des invitations. On peut le faire par deux biais. Donc ici on est de nouveau sur les paramètres du projet au niveau de l'onglet Team. Si je clique sur une équipe, je peux faire un add directement. Et ici il va me proposer une recherche. Alors il faut savoir que cette recherche est liée à un compte Active Directory. Enfin, elle est liée à un Active Directory si vous êtes connecté à un AD. On a vu sur le module qui parlait des organisations qu'on peut lier un compte Azure DevOps à un Active Directory Azure. Dans le cas où vous avez fait comme moi, vous avez créé une adresse Outlook et que vous êtes parti de rien et que vous êtes arrivé ici sur cette plateforme-là qui est votre plateforme Azure DevOps, elle n'est liée à aucun Active Directory. Donc ici, vous n'aurez pas de recherche dans des comptes Active Directory quelconque, étant donné que vous l'avez créé à partir de rien tout seul. Donc, je ne peux pas ajouter d'utilisateur d'un Active Directory que je ne connais pas. La chose que je peux faire, c'est d'ajouter depuis un email. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc par exemple, ici, ce que je vais dire, c'est que je vais rajouter l'email que j'utilise pour ma société. Donc hop, voilà. Et je fais un save. Ce qui se passe quand je fais ça, c'est qu'en fait, une invitation va être envoyée à cet utilisateur-là, lui demandant de rejoindre votre organisation Azure DevOps. Et en particulier, ce projet-ci, il va être ajouté dans cette équipe-là. Ça, c'est le premier moyen de comment vous pouvez ajouter quelqu'un. Ou sinon, on l'a vu tout à l'heure, quand on a fait la découverte ici, je peux faire invite. Et ici, je vais avoir de nouveau la petite fenêtre latérale qui me permet de saisir des adresses email. Donc de la même façon, je peux la saisir également. Donc on voit d'ailleurs quand je commence à taper, il me fait une recherche par rapport à ce qu'il connaît déjà. Donc ici, mon adresse à moi. Mais ici, à la différence de tout à l'heure, on a la possibilité de sélectionner dans les équipes dans lesquelles on va vouloir l'ajouter. C'est les équipes du projet. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a vraiment la possibilité d'ajouter quelqu'un à plusieurs équipes d'un coup, ce qui peut être plutôt pratique, alors que tout à l'heure, on était vraiment sur une équipe et qu'on voulait l'ajouter. Donc si on veut ajouter quelqu'un dans 3 équipes, parce que c'est le responsable de 3 équipes, on passera par cette fenêtre-ci pour avoir la possibilité de sélectionner toutes les équipes à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de navigateur et je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de l'email qui a été invité. Je vous dis à de suite. Voilà, donc là je suis connecté avec le compte Hybrid Technology Solutions @outlook.com, donc qui me permet d'accéder directement à mon espace à moi. Et si j'actualise, en fait, je vois que sur le côté, au niveau organisation, je n'ai pas la nouvelle organisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement taper l'URL de l'organisation que je veux rejoindre, et comme ça va me permettre de joindre directement cette organisation. Donc ici on voit du coup, première chose, que je n'ai pas récupéré le thème noir qui était le thème de mon organisation principale, celui-ci, donc là j'ai pas le même thème, et de 2, l'organisation dans laquelle j'ai été ajouté apparaît sur la partie gauche. Alors j'ai rencontré des cas où c'était automatique, des cas où ça ne l'était pas, des cas où il y avait un mail, des cas où il n'y en avait pas, donc là-dessus je ne peux pas être totalement franc et serein en disant ça va se passer comme ça ou comme ça. Si vous ne recevez pas d'invitation alors que quelqu'un vous a rajouté dans un projet, dans une organisation, faites-le ici à l'aide de l'URL. Donc là je suis dans l'organisation HTH Formation Azure DevOps et je vois que j'ai bien accès à mon premier projet. Chose qui est très intéressante, si je retourne ici au niveau de l'organisation en tant que propriétaire, donc en tant que HTS Formation, je vais créer un nouveau projet qui s'appelle second projet. Donc je l'appelle comme ceci. D'ailleurs on peut tester rapidement que si je reprends le nom d'un projet qui existe déjà, je vois que j'ai une erreur. Donc il faut savoir qu'un projet doit être unique au sens de son nom doit être unique par rapport à tous ceux qui existent dans cette organisation-là. D'où ça peut être intéressant pour vous des fois de créer plusieurs organisations pour gérer cette problématique. Donc là, je suis au niveau de mon second projet et je suis tout seul. Je n'ai pas invité le compte Hybrid Technology Solutions. Donc si je retourne au niveau du navigateur où est-ce que j'étais avec le compte Hybrid Technology Solutions, si je fais F5, je ne vois pas l'autre projet. Donc si je suis ici, je vois que j'ai bien accès à mon premier projet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'accéder au second. Et si je tape second projet, je n'ai pas accès, j'ai une 401 parce que je n'ai pas été invité dans ce projet-là. Donc déjà, je ne peux pas le lister, mais en plus, je ne peux pas y accéder. Ensuite, il faut savoir que voilà, j'ai été ajouté dans l'équipe, donc j'ai le même niveau de droit que celui qui l'a créé. À peu de choses près,
par exemple, je peux pas m'amuser à faire des changements parce que je ne suis pas administrateur du projet. J'ai été invité en tant que contributeur et non pas administrateur. Donc je n'ai pas le droit de faire un ajout d'administrateur, de modifier les services, la description, ainsi de suite. Donc je me retrouve un petit peu, entre guillemets, bridé sur mes choix, mais c'est très bien parce que j'ai invité un contributeur et non pas quelqu'un comme un administrateur. Donc si demain je veux le rendre administrateur, je retourne sur le compte qui a créé, qui est propriétaire de l'organisation, et j'ajoute ici celui que j'ai ajouté en tant qu'administrateur de ce projet-là. Alors il faut savoir une chose, c'est que ce bouton rapide ajoute administrateur ne fait que ajouter l'utilisateur dans le groupe Project Administrator. Faisant cela, si je retourne au niveau de mon compte Hybrid Technology Solutions @outlook.com et que j'actualise, je me retrouve du coup avec des droits administrateurs, donc je peux éditer les éléments, changer, ainsi de suite, et je peux même m'amuser à supprimer le propriétaire comme administrateur. Donc comme ça, vous avez vu comment on peut inviter des personnes au niveau d'un projet, et comment on peut leur donner des droits particuliers en mettant dans des équipes ou des groupes particuliers. Maintenant, si moi, Hybrid Technology Solutions, je veux quitter le projet dans lequel j'ai été ajouté, je dois me rendre sur aex.dev.azure.com. Comme ça, je vais accéder en fait à une prévisualisation de mon compte. Ici, je vais retrouver en fait toutes les organisations et donc je vais choisir celle que je suis, celle qui est là. Donc déjà, je vais pouvoir ici. Donc je choisis cette organisation et je vais pouvoir ici la quitter. Et en faisant cela, je ne fais plus du tout partie de l'organisation. Ce qui veut dire que si je reviens sur la plateforme dev.azure.com, je n'ai plus l'organisation du tout sur le côté, déjà, de prime abord. Si j'essaye de nouveau d'y accéder, j'ai un 401 parce que je l'ai quitté. Et si je retourne au niveau de celui qui est propriétaire du projet, là typiquement je vois que l'administrateur a été supprimé. Si je vais dans l'équipe, je vois que dans ce projet-là, il n'y est plus. Donc j'ai complètement disparu de l'équipe et du projet. Donc comme ça, vous avez vu comment vous pouvez intégrer quelqu'un d'autre dans votre projet, l'inviter, comment cette personne peut rejoindre votre projet, en sachant que quand il a l'erreur comme quoi il n'a pas l'accès, il peut faire une demande d'autorisation et vous recevez du coup une notification vous demandant est-ce que vous voulez autoriser telle ou telle personne à rejoindre votre projet. Et quand vous ne faites plus partie d'une organisation pour une raison X ou Y, vous avez vu comment on peut la quitter en se rendant sur la gestion de notre compte. Maintenant, on va rapidement voir comment créer et gérer le travail sur un projet Azure DevOps. Alors, on est dans le module et le cours d'introduction, c'est vraiment, on va gratter la surface. Si vous voulez vraiment savoir plus sur comment planifier votre travail, gérer les itérations, personnaliser les éléments de travail, faire l'import des éléments de travail depuis un fichier Excel et tout ça, il va vous falloir aller sur le cours qui est dédié à la gestion des éléments de travail et du travail avec Azure DevOps. Ici, c'est vraiment pour vous montrer une prise en main rapide. Donc, pour pouvoir faire un élément de travail, je me rends sur Boards, je mets la souris dessus en survol et je clique sur Work Items. On ne va voir que cette vue-là qui est suffisante pour ce qu'on veut faire. Sur cette partie-là, quand je clique sur le menu Work Items, je vais voir en fait ici les 3 différents types d'éléments que je peux créer. Donc on va pas rentrer dans le détail, mais par exemple, je vais dire, je vais créer un problème, et ce problème, c'est le site ne s'affiche pas correctement sur mobile. Donc en gros, c'est je veux du responsive sur mon mobile. Donc en fait, voilà. Quand je crée un élément de travail, je peux rajouter pas mal de choses. La seule chose obligatoire étant le titre. Après, je peux rajouter une petite description et plusieurs autres éléments. Donc là, je dis juste que le site ne s'affiche pas sur mobile et je le mets en state to do, c'est-à-dire qu'il est planifié et je ne l'assigne à personne parce que c'est un problème au sens large. Une fois que c'est fait, je reviens dessus et je vais créer un nouvel élément qui est une tâche en disant créer le template CSS responsive pour la page d'accueil. Ça, je crée une tâche. Cette tâche-ci, par contre, étant donné que la tâche, on l'affecte à quelqu'un, je vais dire je l'affecte à cette personne-là, et elle est en mode to do. Voilà, comme ça, tout ça, ça a été fait. Et donc, j'ai créé ici mes premiers éléments de travail, et mon développeur va pouvoir commencer à travailler avec. Donc, une fois que ça s'est fait, la personne à qui ça a été affecté va pouvoir trouver ces informations comme quoi le travail lui a été affecté. Si je me rends ici là-haut, au niveau de cette petite icône, je vais voir effectivement que j'ai un onglet qui s'appelle Work Items qui contient en fait tous les éléments de travail qui me sont assignés, donc Assign to Me, et quand je clique dessus, j'arrive directement sur la fiche de l'élément de travail qui me permet de savoir ce qu'il en est. Donc là, l'idée c'est que vous rentrez dans les éléments de travail assez d'informations pour pouvoir commencer à travailler, que si c'est vous qui planifiez et que c'est quelqu'un d'autre qui va l'exécuter, qu'il ait assez d'informations. Donc c'est ici une description, vous pouvez éventuellement même discuter par rapport ici, donc donnez-lui assez d'informations
pour qu'ils puissent commencer à travailler. Je retrouve ces éléments ici au niveau des work items et je vais les trouver également au niveau de plusieurs autres vues de la partie board, donc on va les survoler rapidement. Ici, par exemple, je vois le problème principal, je ne vois pas les tâches parce que je suis en vue Issues. Donc là, c'est les deux vues Issues et Peak. Si vous voulez vraiment savoir plus, allez sur le cours sur la partie gestion du travail. Au niveau du backlog, de la même façon, je vais retrouver voilà ce problème-là. Et au niveau du sprint, étant donné que l'élément n'a pas été planifié, je ne le retrouve pas. Donc dans Work Item, j'ai la liste globale de tout ce qui a été fait comme élément de travail dans le projet, et je peux voir directement ceux qui sont assignés par rapport à moi. Donc je peux dire par exemple je veux tous ceux qui me sont assignés, et comme ça moi en tant qu'utilisateur de la plateforme Azure DevOps, je retrouve le travail qui m'est assigné en cliquant sur Work Item et en faisant le choix ici par rapport au filtre, ou en allant ici au-dessus. Donc on va supprimer le filtre pour tous les avoir. Donc là après ce qu'on peut faire, c'est qu'un élément de travail, on peut le modifier. Donc vous avez la possibilité de le modifier, vous avez même la possibilité de le supprimer. Il faut savoir que voilà, le supprimer, il peut toujours être restauré parce qu'en fait il est déplacé dans la corbeille. Donc il y a une corbeille qui permet d'éviter que les éléments de travail soient supprimés de façon définitive par inadvertance. Donc comme ça vous avez vu comment vous allez pouvoir faire vos éléments de travail. Vous allez donc vous servir de cet écran là pour les saisir en cascade et faire du coup toute la saisie de vos éléments de travail, les affecter, et chaque utilisateur de la plateforme Azure DevOps qui travaille dans au niveau de votre projet va pouvoir se servir de cette liste-ci ou de la liste là-haut pour aller voir les éléments de travail qui lui sont affectés. Donc si vous planifiez du travail, c'est probablement pour faire une opération de développement. Et qui dit développement dit code source. Alors, quand vous avez créé votre projet Azure DevOps, vous avez choisi un contrôleur de code source. En l'occurrence, on a choisi Git. Et il faut savoir que chaque projet Azure DevOps est livré avec un dépôt automatique qui peut être initialisé. Donc si on a désactivé le service, comme on l'a vu au début dans les paramètres, on ne le verra pas. Mais ce serait un peu idiot d'avoir un projet Azure DevOps comme ça, juste pour planifier du travail sans avoir de code associé. Ça peut se faire, ça peut exister, mais là pour le coup, on va essayer de tout centraliser. Donc pour pouvoir accéder à cette gestion du code, je vais me rendre sur repo. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses, on va pas les voir en détail dans ce cours-ci. Et en fait ici, il me dit le projet est vide, il n'y a pas de code, donc ajoute-en. Donc on a plusieurs moyens. Le moyen le plus simple qu'on va voir directement, c'est ici, je veux initialiser le dépôt avec un readme ou un git ignore. Donc ça c'est des choses que vous pouvez, si vous ne connaissez pas, on va voir plus en détail ça dans le cours dédié à la partie dépôt, Azure DevOps et contrôle de code source. Donc là tout simplement je vais me contenter de dire ajoute-moi un readme et initialise-moi le dépôt. Et en cliquant sur ça, je me retrouve ici avec un dépôt Git, parce que j'ai choisi Git à la création, qui contient juste un fichier Markdown, donc le readme, à compléter, et de ce fait voilà, je vais pouvoir travailler ici avec un contrôle de code source. Donc par exemple je peux dire que je veux le cloner en local et je me retrouve d'ici avec une URL HTTPS avec laquelle je vais pouvoir travailler. Si vous utilisez un IDE, j'ai des raccourcis rapides ici pour dire je veux cloner en fait ce dépôt Git dans un IDE, et on voit qu'il y en a quand même pas mal. Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, VS Code, Android Studio, vous avez l'embarras du choix. Donc ici, quand vous avez ça, si vous cliquez dessus, il va vous tenter d'ouvrir le protocole qui est enregistré sur votre ordinateur pour pouvoir exécuter ça au niveau de l'IDE que vous avez choisi. Donc maintenant que je suis prêt, que mon dépôt Git est initialisé, je vais le cloner en local à l'aide de la ligne de commande. Donc pour pouvoir le cloner en local avec la ligne de commande, je dois m'assurer que Git est bien installé sur mon poste. Généralement, Git s'installe avec l'IDE de votre choix, que ce soit Visual Studio ou Azure Dev ou Visual Studio Code. Donc vous n'avez pas besoin de faire d'installation supplémentaire. Sinon, si effectivement quand vous tapez Git dans une console, ça ne vous affiche comme quoi il n'est pas reconnu, allez le télécharger sur le site de Git et vous aurez le client pour pouvoir le faire en local. Donc pour cloner localement, c'est très simple, je vais copier cette URL et je vais ouvrir une console dans laquelle je vais créer le répertoire nécessaire. Donc ici je vais créer un répertoire que je vais appeler HTS form DevOps et je vais aller dedans. Et là, je vais juste appeler la commande git clone suivie de cette URL là. Et donc, étant donné que je veux faire un clone,
là, ça s'est bien passé pour moi parce qu'en fait, je suis déjà authentifié. Sur votre poste, il est possible que vous ayez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande de vous authentifier avec votre compte Microsoft qui est lié de ce fait à ce portail Azure DevOps, à cette instance Azure DevOps, cette organisation. Donc, vous saisissez votre email et le mot de passe qui va bien et comme ça, vous pouvez accéder à Azure DevOps directement. Parfois, cette fenêtre ne marche pas, donc si vous la fermez, c'est l'invite de commande après qui vous demande de saisir le mot de passe. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire toutes les opérations parce que vous êtes authentifié sur Git, donc vous pouvez très bien gérer votre Azure DevOps. Donc en faisant ceci, en faisant un Git clone, j'ai initialisé, donc j'ai récupéré ici si je regarde, j'ai bien récupéré le dossier qui correspond à mon projet. Donc si je vais dedans, je retrouve ici le README, le fameux README qu'on avait, qui fait partie de mon dépôt. Et du coup, j'ai également automatiquement configuré ce qu'on appelle Origin, donc qui me permet d'accéder à mon repo distant. Donc ici, chaque opération que je fais, je vais pouvoir directement l'envoyer sur mon dépôt distant. Dans cette vidéo, on va voir assez rapidement comment est-ce que je peux créer un fichier localement sur mon poste, l'enregistrer dans mon dépôt Git local et le synchroniser avec Azure DevOps. C'est quelque chose que je vais faire là en ligne de commande, mais que vous allez généralement faire par l'IDE. L'idée, c'est de vous montrer comment ça s'intègre avec Azure DevOps. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer un nouvel item, donc un nouveau fichier que je vais appeler test.txt. Donc je l'ai créé sur mon disque. Je vais dire à Git d'ajouter toutes les nouvelles choses qu'il y a dans de faire le distinguo avec tout ce qu'il y a de nouveau dans ce répertoire, donc en utilisant le point pour dire répertoire courant, et je vais lui dire que je vais faire un commit et que mon message, c'est ajout de test.txt. Donc comme ça, voilà, j'ai fait un commit dans mon repo local, et c'est uniquement local. La preuve, c'est que si je retourne sur Azure DevOps, je n'ai pas le fichier test.txt qui est ici. Donc la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est le faire le git push. Et vous pouvez très bien faire un push si vous êtes bien connecté et que la personne qui est connectée a les droits d'écriture sur le dépôt. Donc là, je fais un git push et je vois effectivement que tout a été bien stocké sur Azure DevOps. Et si je retourne sur Azure DevOps, j'actualise, j'ai bien test.txt qui vient juste d'être ajouté. Donc ça a été fait dans la règle de l'art. Maintenant, ce qui peut être intéressant, si on revient sur les work items, je vois ici par exemple que j'ai des modifications, j'ai des éléments qui me sont affectés. Et j'aimerais bien faire le lien entre cet élément de travail et quelque chose qui a été développé. Donc je peux le faire de deux façons. La première, c'est que je me rends sur l'élément de travail et je vais faire un lien manuellement ici en cliquant sur ajouter un lien, où je vais aller choisir quel élément que je veux faire. Sinon, je peux faire encore beaucoup plus simple. Donc là, je vais faire un lien vers cet élément de travail, même si je le résous pas forcément. Je vais me rendre directement sur la plateforme et je vais faire un commit par le biais d'Azure DevOps pour faire le lien avec cet élément de travail. Alors le lien se fait très facilement, je vais dire ici, par exemple, je vais aller modifier le fichier README, donc je vais cliquer dessus et je vais taper sur Edit, et Edit m'ouvre un éditeur de texte directement sur la plateforme qui me permet de faire un commit en fait qui est très atomique et très ciblé uniquement sur la plateforme. Donc en fait on se sert de cette fonction edit pour aller éditer un fichier qui est modifiable directement sur Azure DevOps, donc typiquement du fichier texte. Donc là c'est du markdown, mais j'aurais pu avoir mon fichier texte ou un fichier de code source, JavaScript, C#, Java, Python ou autre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, par exemple je vais enlever cette section là de mon README en disant voilà, ça j'en ai pas besoin. Et là je vois que je peux faire un commit, donc en fait enregistrer un seul fichier directement sur la plateforme me crée un commit. Et donc dans le commit, par défaut, la plateforme Azure DevOps me dit updated parce que tu as mis à jour et le nom du fichier. Il me propose la branche et ici je peux directement le lier avec un élément de travail. Donc je les vois ici, je peux le faire le lien là directement. Donc là je vais dire je veux me lier à la tâche numéro 2. J'ai un autre moyen de le faire. Un autre moyen dont vous allez pouvoir vous servir sur votre environnement. Parce qu'en fait, quand j'ai fait ici au niveau de ma ligne de commande le git add et le git commit avec un message, je ne pouvais pas, parce que en fait Git n'a pas été fait pour Azure DevOps, mais Azure DevOps utilise Git, c'est logique. Et donc de ce fait, Git ne sait pas du tout comment Azure DevOps fonctionne derrière avec la gestion des éléments de travail. Il y a un petit raccourci, une petite astuce qui permet de faire un lien automatiquement, c'est de se servir du commentaire. Donc ici je vais dire mise à jour du README, .md, et je vais rajouter un dièse en précisant l'ID de l'élément de travail. Donc ici, je vais le lier à l'ID numéro 2, et je fais juste dièse 2 en fait. Et ça, je le mets dans mon commentaire, dans mon message de commit, et je fais un commit. Et donc de ce fait, en faisant ceci, si je retourne après au niveau de mes éléments de travail, que je vais ici, je vais voir directement que j'ai un lien qui a été ajouté, et qui reprend en fait le commit concerné.
Parce qu'en fait, le dièse ID de quelque chose, donc dièse avec un numéro, va dire à Azure DevOps, je veux lier directement ce commit à tel élément de travail. Et donc du coup ici, c'est automatiquement lié. Et quand je clique dessus, eh bien, je vois directement j'ai cliqué dessus, depuis mon élément de travail, j'arrive sur le commit bien précis qui a été lié à cet élément-là. Donc en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir facilement planifier votre travail et modifier vos fichiers de code source pour dire bah j'ai fait ce fichier-là et ça correspond à tel élément de travail. Donc vous pouvez en ajouter plusieurs, séparés par une virgule, dièse1, dièse2, dièse3 par exemple, et ça va lier votre commit à tous les éléments de travail. Donc maintenant vous avez les informations nécessaires et suffisantes pour pouvoir créer votre dépôt Git, faire des commits et pouvoir commencer à travailler avec en lecture comme en écriture directement depuis votre poste de travail et vers votre poste de travail.